Raskolnikov le suivit. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'écria Svidrigaïlov en se retournant. « J'avais dit, je crois... Ça veut dire maintenant... Je ne vous quitterai plus. »« Comment ?» Ils s'arrêtèrent et pendant 1 minute, ils se toisèrent comme s'ils se mesuraient. « De tous vos récits à moitié avinés, lança violemment Raskolnikov, j'ai conclu d'une façon positive que non seulement vous n'aviez pas abandonné vos projets ignobles contre ma sœur, mais que vous vous en occupiez même plus que jamais. Je sais que ce matin ma sœur a reçu une lettre. Vous n'arrivez pas à rester en place. Bon, supposons. En chemin, vous vous êtes déniché une femme, mais ça ne veut rien dire. Je veux m'assurer personnellement. Raskolnikov aurait sans doute été incapable de dire précisément ce qu'il cherchait à ce moment-là, et de quoi précisément il voulait s'assurer. « Ah bon? Et vous voulez que j'appelle la police ?»« Appelle. » À nouveau ils se toisèrent 1 minute. À la fin, le visage de Svidrigaïlov changea. Comprenant que Raskolnikov n'avait pas eu peur de la menace, il prit soudain un air des plus joyeux et des plus amicaux. « Regardez-le. Moi j'ai fait exprès de ne pas vous parler de votre affaire, même si, bien sûr, c'est fou ce que je suis curieux. Une affaire fantastique. Je voulais remettre ça à une autre fois, mais je vous jure, vous êtes capable d'enrager même un cadavre. Allez, venez, mais je vous préviens, à présent, je passe juste 1 minute à la maison prendre un peu d'argent. Ensuite, je ferme à clé l'appartement. Je prends un cocher et je passe toute la soirée aux îles. Vous voulez vraiment me suivre? Pour l'instant, je vais jusqu'à chez vous, et encore, pas chez vous, mais chez Sofia Semyonovna, pour m'excuser de ne pas être venu à l'enterrement. À votre guise. Mais Sofia Semyonovna n'est pas chez elle, elle a conduit les enfants chez une dame, une vieille petite dame très noble, une ancienne connaissance à moi, et qui est curatrice de je ne sais plus quel orphelinat. J'ai charmé cette dame en lui versant de l'argent pour les 3 poussins de Katerina Ivanovna, et en plus de ça, j'ai fait un don pour ses œuvres. Enfin, je lui ai raconté l'histoire de Sofia Semyonovna, avec même, n'est-ce pas, tous les honneurs sans rien cacher. L'effet a été indescriptible. Voilà pourquoi Sofia Semyonovna devait se présenter aujourd'hui même, directement à l'hôtel, où Notre-Dame séjourne un peu de retour de la campagne. Tant pis, je passe quand même. Comme vous voulez. Mais moi, après, je vous laisse, je m'en fiche. Voilà, d'ailleurs, nous y sommes. Dites, je suis persuadé que si vous me soupçonnez comme ça, c'est que j'ai eu la délicatesse de ne pas vous inquiéter par mes questions. Vous comprenez? Ça vous a paru extraordinaire. Ma main au feu que c'est ça. Tenez, après ça, essayez d'être délicat. Et vous écoutez aux portes. Ah, c'est de ça que vous parlez, fit Svidrigaïlov en se mettant à rire. Mais ça m'aurait étonné si vous ne m'aviez pas fait cette remarque après tout ça. S'il y a des choses que j'ai comprises de ce que vous... Enfin, avez fabriqué de tout ce que vous racontiez à Sofia Semyonovna, mais tout de même... Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis peut-être l'homme le plus arriéré du monde et je ne suis plus en état de comprendre. Expliquez-moi au nom du ciel, mon bon ami. Éclairez-moi par de nouveaux principes. Vous n'avez rien pu entendre du tout. Vous mentez. Je ne parle pas de ça, non, pas de ça, même si, bon, il y a quand même des choses que j'ai entendues. Ce que je dis, c'est que vous lancez toujours des plaintes et des gémissements, le Schiller en vous qui est toujours bouleversé. Et maintenant, en plus, on n'a plus le droit d'écouter aux portes. Si c'est comme ça, allez le dire aux autorités, comme quoi, voilà, n'est-ce pas? Vous voyez l'histoire qui m'arrive. Il y a une petite erreur, pas grande, dans la théorie. Si vous êtes persuadé qu'on n'a pas le droit d'écouter aux portes, mais qu'on peut cogner les petites vieilles avec n'importe quoi si ça nous fait plaisir, alors, partez vite, je ne sais pas, en Amérique. Fuyez, jeune homme, peut-être qu'il reste encore du temps, je vous parle sincèrement. Vous n'avez pas d'argent. Je vous en donnerai pour la route. Je ne pensais pas du tout à ça, coupa Raskolnikov avec dégoût. Je comprends. Remarquez, ne vous donnez pas cette peine. Si vous ne voulez pas, vous n'avez pas besoin de parler beaucoup. Je comprends les questions que vous vous posez chemin faisant, des questions morales, je parie, des questions d'hommes et de citoyens.
Contournez-les, va. À quoi elles vous servent en ce moment? Parce que vous êtes encore un homme et un citoyen? Mais si c'est vrai, il ne fallait pas s'y mettre. Il ne faut pas faire ce qu'on ne sait pas faire. Tenez, brûlez-vous la cervelle ou quoi? Vous n'avez pas envie? Je crois que vous cherchez à me faire exploser, exprès, pour que je vous laisse seul. Quel toqué celui-là! Mais nous y sommes. Bienvenue dans l'escalier. Regardez, l'entrée de Sofia Semyonovna. Observez bien, il n'y a personne. Vous ne me croyez pas? Demandez à Capernaumov. Elle leur laisse sa clé. Mais voilà Madame de Capernaumov soi-même, hein? Quoi? Elle est un peu sourde. Elle est partie. Où ça? Voilà. Vous avez entendu maintenant? Elle n'est pas là. Et elle ne rentrera pas avant très tard ce soir, si ça se trouve. Bon, maintenant, entrons chez moi. Vous vouliez bien passer chez moi, non? Eh bien voilà, nous y sommes. Madame Resslich n'est pas là. Cette femme est toujours occupée, mais c'est une femme bien, je vous assure. Elle pourrait peut-être vous être utile, si vous étiez un peu plus réfléchi. Eh bien, vous voyez, je prends ce billet à 5% dans le bureau, regardez tout ce qui me reste encore. Et celui-là, il ira faire un tour chez le changeur. Bon, vous avez vu? Maintenant, je n'ai plus de temps à perdre. Je referme à clé le bureau, je referme à clé l'appartement, et nous revoici sur le palier. Tenez, vous voulez qu'on prenne un fiacre? Je vais aux îles, n'est-ce pas? Ça vous dit de faire un tour? Tenez, je prends ce landau jusqu'à l'île Elaguine. Alors? Vous refusez? Vous n'avez pas tenu? Faisons un tour, allez, la pluie menace, pas grave, on va tirer la capote. Svidrigaïlov était déjà installé dans le landau. Raskolnikov se dit que ses soupçons, au moins à la minute présente, devaient être infondés. Sans répondre un mot, il lui tourna le dos et repartit en sens inverse, en direction de la place aux foins. S'il s'était retourné ne serait-ce qu'une fois, tout en marchant, il aurait eu le temps de voir que Svidrigaïlov, après avoir fait juste une centaine de pas, avait payé le cocher et s'était retrouvé lui aussi sur le trottoir. Mais il ne pouvait plus rien voir car il avait déjà tourné à l'angle. Un dégoût profond l'entraînait loin de Svidrigaïlov. Et moi, même un instant, j'ai pu attendre quelque chose de ce monstre grossier, de ce débauché pervers, de cette ordure, s'écria-t-il malgré lui. Certes, ce jugement, Raskolnikov l'avait prononcé d'une façon trop hâtive et trop frivole. Il y avait quelque chose dans tout ce qui entourait Svidrigaïlov qui, à tout le moins, lui donnait ne serait-ce qu'une sorte d'originalité pour ne pas dire de mystère. Quant à ce qui concernait sa sœur, Raskolnikov restait convaincu que Svidrigaïlov ne la laisserait pas tranquille. Mais de penser à cela, y réfléchir lui pesait vraiment trop, lui devenait insupportable. Selon son habitude, resté seul, il tomba, dès le 20e pas, dans une songerie profonde. Arrivé sur le pont, il s'arrêta à la rambarde et se mit à regarder l'eau. Or, c'est Avdotia Romanovna qui se tenait à côté de lui. Il l'avait croisée juste à l'entrée du pont, mais il était passé devant elle sans la voir. Dunietchka, qui ne l'avait encore jamais vue dans cet état, en pleine rue, en fut frappée d'effroi. Elle s'arrêta et ne savait que faire. Fallait-il l'appeler? Soudain, elle remarqua Svidrigaïlov qui approchait très vite, venant de la place aux foins. Mais lui, semblait-il, il s'approchait mystérieusement, avec prudence. Il ne monta pas sur le pont, mais resta de côté sur le trottoir, en faisant tous ses efforts possibles pour que Raskolnikov ne l'aperçoive pas. Il avait remarqué Dounia depuis longtemps, et il lui faisait des signes. Elle eut l'impression que par ces signes, il lui demandait de ne pas appeler son frère et de le laisser tranquille, et qu'il lui demandait de le rejoindre. C'est ce que fit Dounia. Elle contourna tout doucement son frère et s'approcha de Svidrigaïlov. « Venez vite !» lui chuchota Svidrigaïlov. « Je ne veux pas que Rodion Romanitch soit au courant de notre rencontre. Je vous préviens que je suis resté avec lui là tout près dans une taverne où il est venu me chercher lui-même et j'ai eu bien du mal à me défaire de lui. Je ne sais pas comment, mais il est au courant de la lettre que je vous ai écrite et il soupçonne quelque chose. Bien sûr,
Vous ne lui avez parlé de rien. Et si ce n'est pas vous, qui est-ce donc? Voilà, nous avons tourné au coin de la rue, l'interrompit Dounia. Maintenant, mon frère ne peut plus nous voir. Je vous affirme que je ne vous accompagnerai pas plus loin. Dites-moi tout ici. Tout cela, on peut le dire dans la rue. D'abord, c'est absolument impossible de dire ça dans la rue. Ensuite, vous devez aussi entendre Sofia Semyonovna. Enfin, il y a des documents que je veux vous montrer. Et si, vous n'acceptez pas d'entrer chez moi, je refuse toutes les explications et je m'en vais tout de suite. En même temps, je vous demanderai de ne pas oublier qu'il y a un secret tout à fait curieux de votre bien-aimé frère qui se trouve entièrement entre mes mains. Dounia s'arrêta indécise et posa sur Svidrigaïlov un regard perçant. « De quoi avez-vous peur ?» remarqua celui-ci d'un ton tranquille. « La ville, ce n'est pas un village. Et même au village, vous m'avez fait plus de mal, vous, que moi, je ne vous en ai fait. Et là, Sofia Semyonovna est prévenue? Non, je ne lui ai pas dit un mot, et je ne suis même pas sûr qu'elle soit chez elle en ce moment. Du reste, sans doute que si. Aujourd'hui, elle a enterré sa belle-mère, ce n'est pas une journée à faire des visites mondaines, je ne veux en parler à personne avant l'heure, et je regrette même un peu de vous l'avoir appris. Ici, la moindre imprudence peut devenir une dénonciation. J'habite ici, là, dans cet immeuble. Nous approchons. Voilà le concierge de l'immeuble. Le concierge me connaît très bien. Regardez, il nous salue. Il voit que je suis avec une dame, et bien sûr, il a eu le temps de se souvenir de votre visage, et ça peut vous servir si vous avez vraiment peur, et si vous me soupçonnez. Pardonnez-moi si je suis aussi grossier. Moi-même je sous-loue, Sofia Semyonovna habite de l'autre côté de la cloison, et elle aussi, elle sous-loue. Tout cet étage est en location. De quoi est-ce que vous avez peur, comme une enfant? Est-ce que je fais si peur que ça? Le visage de Svidrigaïlov se déforma dans un sourire condescendant. Mais il n'en était plus à sourire. Son cœur battait à rompre, son souffle se serrait dans sa poitrine. Il avait fait exprès de parler fort pour cacher une émotion toujours croissante, mais Dounia n'eut pas le temps de remarquer cette émotion particulière. Elle était trop énervée par la remarque qu'il avait faite qu'elle avait peur comme une enfant et qu'il lui faisait peur à ce point. « Même si je sais que vous êtes un homme sans honneur, je n'ai pas peur du tout. Passez devant, dit-elle, apparemment tranquille, mais son visage était très pâle. Svidrigaïlov s'arrêta devant l'appartement de Sonia. Regardons si elle est là. Non, dommage. Mais je sais qu'elle peut rentrer très vite. Si elle est sortie, ça ne peut être que chez une dame à propos des orphelins. Leur mère est morte. Moi aussi, je m'en suis mêlé, j'ai secouru un peu. Si Sofia Semyonovna n'est pas rentrée dans 10 minutes, je vous l'enverrai elle-même, si vous voulez, avant ce soir. Voilà mes 2 pièces. De l'autre côté de la porte, c'est chez ma logeuse, Madame Resley. Maintenant, regardez par ici. Je vais vous montrer mes documents essentiels. Depuis ma chambre à coucher, cette porte, là, donne sur 2 pièces entièrement vides qui sont allouées. Les voici. Cela, vous devez le considérer avec un petit peu d'attention. Svidrigaïlov occupait 2 chambres meublées assez spacieuses. Dunietchka regardait autour d'elle avec méfiance, mais elle ne remarqua rien de particulier, ni dans l'ameublement, ni dans la disposition des pièces, encore qu'il y eût des choses à remarquer, par exemple, le fait que l'appartement de Svidrigaïlov se trouvait ainsi entre 2 logements à peu près vides. On n'entrait pas chez lui depuis le couloir, mais en traversant 2 pièces qui appartenaient à la logeuse, pièces à peu près désertes. Depuis sa chambre à coucher, Svidrigaïlov entr'ouvrit une porte fermée à clé et montra à Dunietchka un autre appartement vide, lui aussi à louer. Dunietchka s'arrêta un instant sur le seuil, sans comprendre pourquoi on lui demandait de regarder, mais Svidrigaïlov s'empressa d'expliquer. « Tenez, regardez par ici cette 2e grande pièce. Remarquez cette porte, elle est fermée à clé. À côté de la porte, il y a une chaise, rien qu'une seule chaise dans les 2 chambres. C'est moi qui l'ai apportée ici de chez moi, histoire d'être mieux pour écouter. De l'autre côté de la porte, tout de suite, il y a la table de Sofia Semyonovna. C'est là qu'elle a parlé avec Rodion Romanitch. Et moi, ici, je les ai écoutés assis sur cette chaise, 2 soirs de suite, à chaque fois pendant bien 2 heures.
Et vous pensez bien, j'ai pu apprendre certaines choses. Vous ne croyez pas? Vous avez écouté aux portes? J'ai écouté aux portes. Maintenant, venez chez moi. Ici, on ne peut même pas s'asseoir. Il ramena Avdotia Romanovna jusqu'à sa première chambre, qui lui servait de salon, et l'invita à s'asseoir sur une chaise. Lui-même, il s'installa à l'autre bout de la table, à au moins un sagène de distance, mais visiblement ses yeux brillaient de cette même flamme qui, jadis, avait tellement fait peur à Dunietchka. Elle tressaillit, et une nouvelle fois elle regarda autour d'elle avec méfiance. Son geste était involontaire, elle ne voulait visiblement pas montrer cette méfiance. Mais l'isolement de l'appartement de Zvidrigaïlov avait fini par la frapper. Elle voulut demander si au moins la logeuse était là, mais elle ne demanda rien, par fierté. En outre, elle portait au cœur une autre souffrance, une souffrance infiniment plus grande que la peur pour soi-même. C'était une torture insupportable. « Voilà votre lettre, commença-t-elle, la posant sur la table. Ce que vous écrivez, est-ce que c'est possible? Vous faites allusion à un crime que mon frère aurait commis. Vous faites une allusion trop claire. Maintenant, vous n'avez plus le droit de revenir en arrière. Sachez donc que j'ai déjà entendu parler de cette fable stupide et que je n'y crois pas le moins du monde. C'est un soupçon ignoble et ridicule. Je connais l'histoire et je sais comment on l'a forgée. Vous ne pouvez avoir aucune preuve. Vous m'avez promis de le prouver. Parlez donc. Mais sachez-le d'avance, je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Dunietchka avait prononcé tout cela avec un débit précipité, en se hâtant, et une seconde le rouge lui monta au front. Si vous ne me croyez pas, par quel miracle vous seriez-vous risqué à venir seul chez moi? Pourquoi donc est-ce que vous êtes venu? Par pure curiosité? Ne me torturez pas, parlez, parlez. C'est clair, vous êtes une jeune fille courageuse. Je vous jure, je pensais que vous alliez demander à monsieur Razumikine de vous accompagner. Il n'était ni avec vous ni près de vous. Je vous ai bien observé. C'est une preuve de bravoure. Vous vouliez donc épargner Rodion Romanitch. Du reste, tout est divin en vous. Quant à votre frère, qu'est-ce que je peux vous dire? Vous venez de le voir. Alors, vous ne vous basez que sur cela? Non, sur ses propres paroles. Il est venu ici 2 soirs de suite chez Sofia Semyonovna. Je vous ai montré où ils étaient. Il lui a confié sa confession totale. Il est un assassin. Il a tué la veuve d'un fonctionnaire, une usurière chez laquelle il avait lui-même gagé des objets. Il a aussi tué sa sœur, une marchande du nom de Lisaveta, qui était entrée fortuitement pendant l'assassinat de sa sœur. Il les a tuées toutes les deux avec une hache qu'il avait apportée avec lui. Il les a tuées pour les voler, et il les a volées. Il a pris de l'argent et je ne sais quels objets. Cela il l'a raconté lui-même, mot pour mot, à Sofia Semyonovna, laquelle est la seule à connaître le secret, mais n'a jamais participé au meurtre, ni en acte ni en parole, et qui, au contraire, a été horrifiée comme vous en ce moment. Soyez tranquille, elle ne le trahira pas. C'est impossible, marmonnait Dunietchka, de ses lèvres pâles et meurtries. Elle haletait. C'est impossible. Il n'y a pas la moindre raison, le moindre prétexte. C'est un mensonge, un mensonge. Il a volé, voilà toute la raison. Il a pris de l'argent et des objets. C'est vrai, comme il l'a avoué lui-même, il n'a utilisé ni l'argent ni les objets, mais il les a portés quelque part, sous une pierre où ils reposent toujours, et c'est vrai qu'il n'a pas osé les utiliser. Mais est-ce vraisemblable qu'il ait volé, qu'il ait commis un vol? Qu'il ait pu seulement penser à une chose pareille, s'écria Dounia, et elle bondit de sa chaise. Mais vous le connaissez, vous l'avez vu. Est-ce qu'il peut être un voleur? C'est comme si elle implorait Zvidrigaïlov. Elle avait oublié toute sa peur. Voyez-vous, Avdotia Romanovna, il y a là des milliers, des millions de combinaisons et de catégories. Un voleur vole, mais il sait en lui-même qu'il est une fripouille. Moi, tenez, j'ai entendu parler d'un homme honnête qui avait attaqué une malle-poste. Qui sait, peut-être que, vraiment, il pensait qu'il avait fait quelque chose d'honnête. Évidemment, moi-même, je n'y aurais pas cru, tout comme vous, si quelqu'un d'autre m'avait rapporté ça. Mais mes propres oreilles, je les ai crues. Il a expliqué toutes les raisons à Sofia Semyonovna.
Elle non plus, au début, elle n'en croyait pas ses oreilles. Pourtant, elle a bien fini par croire ses yeux, ses propres yeux. C'est lui-même, n'est-ce pas, qui lui a raconté. Mais quelle raison? Une longue histoire, Avdotia Romanovna. Là, comment vous exprimez ça? C'est un genre de théorie, la même chose qui fait que je pense, par exemple, qu'une seule mauvaise action peut être tolérée si le but principal est bon. Un seul méfait et 100 bonnes actions. Et puis, aussi, c'est humiliant pour un jeune homme qui a des qualités et un amour-propre hors de toute mesure de savoir qu'il lui suffirait, par exemple, de, mettons, 3000 roubles et toute sa carrière, tout l'avenir dans le but de sa vie, tout ça, donc, serait métamorphosé alors que lui, ces 3000 roubles, il ne les a pas. Ajoutez à cela l'énervement dû à la faim, à un logement trop étouffant, à ses loques, à la conscience claire de la beauté de sa situation sociale et en même temps à la situation de sa sœur et de sa mère. Le pire, c'est sa vanité, son orgueil et sa vanité. Mais du reste, Dieu sait, peut-être avec de bonnes inclinations. Moi, n'est-ce pas, je ne l'accuse pas, ne croyez pas, je vous en prie. Moi, ce n'est pas mon affaire. Ouais. Il y avait là aussi une petite théorie à lui, enfin une théorie, selon laquelle les gens sont divisés, figurez-vous, en matières premières et en personnes d'exception. C'est-à-dire des gens pour lesquels, vu la hauteur de leur état, la loi n'existe pas et qui, au contraire, édictent eux-mêmes les lois pour le reste des hommes, pour la matière première, pour les rebuts, je veux dire. Pas mal, ça, comme théorie. Une théorie comme une autre. Napoléon qui l'a séduit terriblement, c'est-à-dire, au fond, ce qui l'a séduit, c'est que de très nombreux génies ne prêtaient aucune attention aux méfaits unitaires, qu'ils passaient par-dessus sans se poser de questions. Je crois qu'il s'est mis dans la tête qu'il était un génie. C'est-à-dire, pendant un certain temps, il s'est mis ça dans la tête. Il a beaucoup souffert. Et il continue de souffrir à l'idée que sa théorie, il a su l'inventer, mais que passer par-dessus sans se poser de questions, ça, il n'aura pas su, et que donc, il n'est pas un génie. Et ça, n'est-ce pas, pour un jeune homme qui a de l'amour-propre, c'en est même humiliant, surtout au siècle où nous sommes. Et les remords? Vous lui déniez tout sens moral? Mais est-ce qu'il est ainsi? Oh, Avdotia Romanovna, maintenant tout s'est embrumé, c'est-à-dire, remarquez, ça n'a jamais été particulièrement dans l'ordre. Les Russes en général, ce sont des natures larges, Avdotia Romanovna, larges comme leur terre et très enclines au fantastique, au désordre. Mais c'est un malheur d'être large sans rien avoir de génial. Et souvenez-vous, nous avons beaucoup parlé de tout ça, de ce thème-là, vous et moi, le soir, assis sur la terrasse du jardin chaque fois après le dîner. Vous, justement, c'est cette largeur que vous me reprochiez. Qui sait, si ça se trouve, nous on discutait et lui, au même moment, il était couché et il ruminait ça. Chez nous, dans une société civilisée, n'est-ce pas, il n'y a plus trop de légendes sacrées, Avdotia Romanovna. Quelqu'un peut-être qui s'en fait une dans des livres, ou compose quelque chose dans les chroniques. Mais, n'est-ce pas, c'est des grands savants, et vous savez, dans leur genre, en même temps, des imbéciles, au point que c'est indécent pour un homme du monde. Du reste, vous connaissez mes opinions générales. Je n'accuse résolument personne. Moi-même, je suis un oisif, et je le reste. Mais nous en avons déjà parlé plus d'une fois. J'ai même eu le bonheur de vous intéresser par mes jugements. Vous êtes très pâle, Avdotia Romanovna. Cette théorie, je la connais. J'ai lu son article dans une revue sur les hommes à qui tout est permis. Razumikine me l'a montré. Monsieur Razumikine? Un article de votre frère? Dans une revue? Il y a un article comme ça? Je ne savais pas. Ça doit être curieux, je parie. Je veux voir Sofia Semyonovna, dit Dunietchka d'une voix faible. Comment passer chez elle? Elle est peut-être rentrée. Je veux la voir absolument tout de suite, car Avdotia Romanovna ne put achever sa phrase, son souffle était littéralement coupé. Sofia Semyonovna ne rentrera pas avant la nuit, c'est ce que je suppose. Elle devait rentrer très vite, et si elle n'est pas là, elle rentrera très tard. Alors tu mens. Je vois. Tu mentais, tu ne faisais que mentir. Je ne te crois pas, je ne te crois pas, je ne te crois pas, cria Dunietchka dans un état proche de l'hystérie, perdant complètement la tête.
Presque évanouie, elle s'affaissa sur la chaise que Svidrigaïlov s'empressa de lui présenter. « Avdotia Romanovna, qu'est-ce qui vous arrive? Reprenez-vous. Voilà de l'eau. Buvez-en une gorgée. » Il l'éclaboussa un petit peu. Dunietchka tressaillit et revint à elle. « Un effet saisissant, » marmonnait Svidrigaïlov pour lui-même, les sourcils froncés. « Avdotia Romanovna, apaisez-vous. Sachez-le, il y a des amis. Nous allons le sauver, le délivrer. Vous voulez que je l'emmène à l'étranger? J'ai de l'argent, je lui trouve un billet dans 3 jours. Quant au fait qu'il l'a tué, il fera encore 1000 bonnes actions, tout aura le temps de s'effacer. Apaisez-vous. Il peut encore le devenir, un grand homme. Mais qu'avez-vous? Ça ne va pas. Vous êtes un homme cruel. Et il se moque encore. Laissez-moi. Où allez-vous? Mais où allez-vous? Chez lui, où est-il? Vous le savez? Pourquoi cette porte est-elle fermée à clé? Nous sommes entrés par cette porte et voilà qu'elle est fermée à clé. Quand donc avez-vous eu le temps de la fermer à clé? Ce n'était quand même pas possible de crier sur tous les toits ce que nous étions en train de dire. Je ne me moque pas du tout, j'en ai assez seulement de parler cette langue-là. Mais où allez-vous donc comme ça? Ou peut-être vous voulez le livrer? Vous finirez par le rendre fou furieux et il ira se livrer lui-même. Sachez qu'on le surveille déjà. On est déjà sur sa piste. Vous n'arriverez qu'à le perdre. Attendez un peu. Je l'ai vu et je viens de lui parler. Nous pouvons encore le sauver. Attendez, asseyez-vous, réfléchissons ensemble. Si je vous ai appelé, c'est pour ça, pour parler de ça en tête-à-tête et bien y réfléchir. Mais asseyez-vous donc. Comment pouvez-vous le sauver? Est-ce que vous pouvez le sauver? Dounia s'assit, Svidrigaïlov s'assit à côté d'elle. Tout ça dépend de vous. De vous, rien que de vous, commença-t-il, les yeux luisants presque dans un murmure, en bafouillant, sans même articuler certains mots tant il était ému. Dounia, effrayée, eut un recul devant lui. Lui aussi, il tremblait de tout son corps. Vous? Un seul mot de vous, il est sauvé. Je le sauverai. J'ai de l'argent et des amis. Je l'enverrai loin tout de suite et moi-même je prendrai un passeport, 2 passeports. Un pour lui, un pour moi. J'ai des amis, des gens qui s'y connaissent. Vous voulez? Vous aussi, je vous prendrai un passeport et un autre pour votre mère. À quoi vous sert, Razumikin? Moi aussi, je vous aime à l'infini. Laissez-moi embrasser le coin de votre robe. Laissez-moi. Je ne peux pas l'entendre, le bruit qu'elle fait. Dites-moi, fais ça, je le fais. Je ferai tout. L'impossible, je le ferai. Ce à quoi vous croyez, moi aussi j'y croirai. Tout. Je ferai tout. Ne me regardez pas comme ça. Vous le savez que vous me tuez. Il commençait même à délirer. Il lui était soudain arrivé quelque chose comme un coup dans la tête soudain. Dounia bondit et se jeta vers la porte. « Ouvrez! Ouvrez » criait-elle à travers la porte, appelant au secours et secouant la poignée. « Mais ouvrez donc! Il n'y a donc personne ?» Svidrigaïlov se leva et reprit ses esprits. Un sourire méchant et moqueur serpenta lourdement sur ses lèvres tremblantes. « Il n'y a personne là-bas, » dit-il d'une voix basse, entrecoupée. « La logeuse est partie, ça ne sert à rien de crier comme ça. Vous vous énervez juste vous-même, pour rien. Où est la clé? Ouvre la porte tout de suite, espèce de vile créature. » « La clé? Je l'ai perdue. Je n'arrive plus à la retrouver. »« Mais c'est un viol !» s'écria Dounia, et pâle comme la mort, elle se jeta dans un angle et plaça devant elle un guéridon qui s'était trouvé là. Elle ne criait pas, elle fixait son bourreau du regard et suivait attentivement le moindre de ses gestes. Svidrigaïlov, lui non plus, ne bougeait pas et se tenait devant elle, à l'autre bout de la pièce. Il avait réussi à se maîtriser, du moins à l'extérieur, mais son visage avait gardé la même pâleur, son sourire moqueur était le même. « Vous venez de dire un viol, Avdotia Romanovna. Si c'est un viol, réfléchissez-y bien. J'ai pris les mesures. Sofia Semyonovna n'est pas là. Nous sommes très loin des Kapernaoumov. 5 pièces fermées à clé. Et puis, je suis au moins 2 fois plus fort que vous. Et en plus de ça, je n'ai rien à craindre parce que plus tard non plus, vous ne pourrez pas vous plaindre parce que, c'est vrai,
Vous ne voudrez jamais livrer votre frère, et puis personne ne vous croira. En quel honneur une jeune fille serait-elle allée d'elle-même chez un homme seul chez lui? Si bien que même si vous sacrifiez votre frère, vous ne pourrez rien prouver. Un viol, c'est très difficile à prouver, Avdotia Romanovna. Ordure, chuchota Avdotia Romanovna. Comme vous voulez. Mais remarquez que je n'ai parlé que sous forme de supposition. Selon mon intime conviction, vous avez entièrement raison. Le viol, c'est une crapelerie. Je le disais juste pour montrer que rien ne vous pèsera sur la conscience, même si, quand bien même vous auriez voulu sauver votre frère librement de la façon dont je vous le propose. Simplement, n'est-ce pas, vous vous êtes plié aux circonstances? Bon, à la violence, si vous voulez vraiment qu'on emploie ce mot. Réfléchissez, le destin de votre frère et celui de votre mère sont entre vos mains. Moi, je serai votre esclave. Toute la vie, je vous attendrai, là, ici. Svidrigaïlov s'assit sur le divan, à 8 pas de Dounia. Elle n'avait pas le moindre doute sur sa résolution inébranlable, et puis elle le connaissait. Soudain, elle sortit de sa poche un revolver. Elle releva le chien et posa sa main avec le revolver sur la petite table. Svidrigaïlov bondit de sa place. « Ah, c'est comme ça » s'écria-t-il très surpris, mais dans un ricanement rageur. Ça change tout à fait le cours des événements. Vous me facilitez la chose d'une façon incroyable, Avdotia Romanovna. Mais où avez-vous donc trouvé ce revolver? Pas chez M. Razumikine, quand même. Mais ce revolver, il est à moi? Un vieil ami, moi qui le cherchais partout. Ces leçons de tir à la campagne que j'ai eu l'honneur de vous donner, elles n'ont pas été perdues. Il n'est pas à toi, ce revolver, mais à Marfa Petrovna que tu as tué, espèce de monstre. Toi, tu n'avais rien à toi dans sa maison. Ce revolver, je l'ai pris quand je me suis mis à soupçonner de quoi tu étais capable. Ose faire ne serait-ce qu'un seul pas, et je te jure, je te tue. Dounia était dans un état second. Elle tenait le revolver tout près. Bon, et votre frère? C'est par curiosité que je le demande, demanda Svidrigaïlov sans bouger de sa place. Dénonce-le si tu veux, ne bouge pas, reste où tu es. Je tire. Tu as empoisonné ta femme, je le sais toi-même, tu es un assassin. Parce que vous êtes convaincu que c'est moi qui ai empoisonné Marfa Petrovna? Oui, c'est toi. Toi-même, tu y faisais allusion, tu m'avais parlé du poison. Je sais, tu étais allé le chercher. Tu le tenais prêt. C'est toi, pas de doute. Ordure. Quand bien même ce serait vrai, c'est à cause de toi. De toute façon, c'est toi la cause. Tu mens! Je t'ai toujours haï, toujours. Avdotia Romanovna, vous avez oublié, je vois comme vous étiez en train de fondre dans le feu de la propagande. À vos yeux, je le voyais. Vous vous souvenez, le soir, au clair de lune, le rossignol encore qui chantait « Tu mens !» La furie se mit à luire dans les yeux de Dounia. « Tu mens, calomniateur !»« Je mens ?» Oui, peut-être bien, je mens. J'ai menti. Ce n'est pas bien de rappeler ce genre de choses aux dames. Il ricana. « Je sais que tu vas tirer, ma jolie petite belette. Eh bien, tire. » Dounia leva le revolver, et pâle comme la mort, la lèvre inférieure toute blanche, tremblante, ses grands yeux noirs étincelant comme une flamme, elle le regardait, résolue, mesurant et surveillant le moindre de ses gestes. Jamais encore il ne l'avait vue si belle. Le feu qui avait lui dans ses yeux à cet instant où elle avait levé le revolver l'avait comme entièrement brûlé. Son cœur s'était serré avec douleur. Il fit un pas en avant. Un coup de feu retentit. La balle lui glissa sur les cheveux et frappa le mur derrière lui. Il s'arrêta et eut un rire sans bruit. Elle pique, cette guêpe. Elle vise droit à la tête. Qu'est-ce que c'est? Du sang? Il sortit un mouchoir pour essuyer le sang qui coulait en minces filets le long de sa tempe droite. La balle, visiblement, n'avait fait qu'effleurer le cuir chevelu. Dounia baissa le revolver et regardait Svidrigaïlov, non pas avec effroi, mais pleine d'une sorte de stupeur frénétique. Elle-même, c'était comme si elle ne comprenait pas ce qu'elle venait de faire, ce qui était en train de se faire. Eh bien, raté. Tirez encore.
J'attends, dit à voix basse Svidrigaïlov, ricanant toujours, mais d'une façon comme lugubre. Sinon, j'aurai le temps de vous sauter dessus avant que vous vous remettiez en position. Dunietchka tressaillit, arma très vite le chien, et une nouvelle fois, elle leva le revolver. « Laissez-moi, dit-elle, d'une voix désespérée. Je vous jure, je vais tirer encore. Je tuerai. Hé, à 3 pas, c'est dur de ne pas tuer. Mais si vous ne tuez pas, alors... » Ses yeux se mirent à briller et il fit encore 2 pas en avant. Dunietchka tira. Le revolver s'enraya. Vous avez mal chargé. Pas grave. Il vous reste encore un coup, là-dedans. Rechargez. J'attendrai. Il se tenait devant elle à 2 pas. Il attendait et la fixait avec une détermination frénétique. Un regard passionné, enflammé, lourd. Dounia comprit qu'il mourrait plutôt que de renoncer à elle, et bien sûr, elle allait le tuer maintenant à 2 pas. Soudain, elle jeta le revolver. Elle l'a jeté, murmura Svidrigaïlov avec surprise, et il reprit profondément son souffle. Quelque chose venait soudain de sortir de son cœur, et peut-être ce n'était pas seulement la peur mortelle. D'ailleurs, la peur, il ne l'avait sans doute pas ressentie à ce moment-là. C'était une libération de quelque chose de tout autre, d'un sentiment plus douloureux, bien plus lugubre, qu'il n'avait lui-même pas la force de définir. Il s'approcha de Dounia, et sans un bruit, il la prit par la taille. Elle ne résistait pas, mais, tremblante comme une feuille, elle posait sur lui des yeux qui suppliaient. Il voulut dire quelque chose, mais ses lèvres ne firent que se déformer. Il était incapable d'articuler. « Laisse-moi, » dit Dounia en suppliant. Svidrigaïlov tressaillit. Se tut, vraiment, il n'avait pas sonné comme les autres. « Alors tu ne m'aimes pas ?» demanda-t-il d'une voix toute basse. Dounia, sans rien dire, secoua la tête. « Et tu ne peux pas? Jamais? » chuchota-t-il au désespoir. « Jamais, » chuchota Dounia. Il y eut un moment de lutte terrible, muette dans l'âme de Svidrigaïlov. Il regardait Dounia avec un regard inexprimable. Soudain, il retira son bras, se retourna, s'éloigna très vite vers la fenêtre et se planta devant. Un autre instant passa. Voilà la clé. Il la sortit de la poche droite de son manteau et la posa derrière lui sur la table, sans se retourner et sans regarder Dounia. « Prenez. Partez vite. » Il regardait obstinément à la fenêtre. Dounia vint vers la table pour prendre la clé. « Vite. Vite !» répéta Svidrigaïlov, toujours sans bouger ni se retourner. Mais dans ce « vite », visiblement, c'était une sorte de note terrible qui venait de sonner. Dounia comprit cette note, elle saisit la clé, se précipita vers la porte, l'ouvrit très vite et se jeta hors de la chambre. 1 minute plus tard, comme une folle inconsciente, elle se précipitait vers le canal et courait en direction du pont. Svidrigaïlov resta encore 2-3 minutes devant la fenêtre. Au bout du compte, il se tourna lentement, regarda autour de lui et se passa doucement la paume sur le front. Un sourire étrange lui déforma le visage, un sourire pitoyable, mélancolique, faible, le sourire du désespoir. Le sang qui séchait déjà lui salit la paume. Il regarda le sang avec rage, puis il mouilla une serviette et se lava la tempe. Le revolver que Dounia avait jeté et qui avait volé jusqu'à la porte se retrouva soudain sous son regard. Il le ramassa et l'examina. C'était un petit revolver de poche, à 3 coups, ancien modèle. Il y restait encore 2 balles et une capsule. De quoi encore tirer une fois. Il réfléchit, fourra le revolver dans sa poche, prit son chapeau et ressortit.